Bienvenue, aujourd'hui on explore une histoire assez étonnante, celle de Ross Mineur. 27 ans, gamer, américain, influent et aveugle. Oui, aveugle depuis un accident quand il avait 8 ans. Et avant même le jeu vidéo, il a été nageur paralympique. Ça pose déjà le personnage, sa résilience. Exactement. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est comprendre comment il fait pour non seulement jouer, mais exceller dans des univers pensés pour la vue. Et comment il se bat pour que ces mondes soient plus ouverts. Voilà. Ok, décortiquons comment il transforme cet obstacle majeur en un vrai moteur pour l'innovation dans le jeu vidéo. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ça. Comment une expérience très personnelle, une difficulté, peut pousser toute une industrie à réfléchir, à évoluer. Et l'accessibilité dans la tech, dans le jeu, c'est plus juste une niche, on est d'accord? Alors, comment ça a commencé pour lui? Hmm. L'article raconte qu'assez jeune, il a découvert un truc un peu fou. Oui. Il pouvait lire certains jeux juste à l'oreille. Pokémon Ruby, par exemple. Ah oui. Comment? Grâce aux cris des Pokémon, qui sont très distinctifs, et aussi les bruits quand il se cognait contre un mur, un obstacle, ça lui servait de repère. Incroyable. Des indices sonores qui n'étaient même pas pensés pour ça au départ, j'imagine. C'est ça. Ça lui a ouvert une porte en quelque sorte. Et plus tard, il s'est attaqué à des jeux bien plus complexes. Left 4 Dead 2. Ah oui, Left 4 Dead 2, c'est un jeu rapide qui demande beaucoup de repérage spatial. Et il a réussi à le maîtriser. Ça illustre parfaitement le potentiel du son dans le game design. Un potentiel souvent sous-exploité, on peut dire. C'est clair. Ces indices, même involontaires, montrent qu'on peut créer des expériences navigables juste par l'audio. On parle de spatialisation, Mhm. le son qui indique d'où vient une menace, où se trouve un objet. C'est plus juste une ambiance, c'est de l'information. Exactement. C'est de l'info cruciale pour s'orienter. Du coup, avec cette compétence unique, il a commencé à s'investir. D'abord sur un forum, pour joueurs aveugles. Mhm. Il partageait ses techniques, créait des tutos. Il a aussi essayé de contacter les studios pour signaler des problèmes d'accessibilité. Et ça a donné quoi? Souvent des réponses automatiques. Un peu frustrant, quoi. J'imagine, oui. Le mur classique. Alors il a lancé sa chaîne YouTube, et là ça a pris. Plus de 33 000 abonnés aujourd'hui. Ah oui, quand même. Et c'est ça qui a fini par attirer l'attention. Il est devenu consultant pour des gros jeux, Mhm. Sea of Thieves, The Last of Us Part 2. As Dusk Falls aussi, à mentionner. Et même pour Netflix sur des pistes audio? Voilà, un parcours impressionnant. Oui, mais l'article soulève un paradoxe intéressant. D'un côté, cette reconnaissance de son expertise, qui est de plus en plus recherchée. Et de l'autre, De l'autre, une certaine précarité. Il dépendrait encore d'aides sociales, les contrats de consultants sont ponctuels, pas toujours très bien payés. ah oui, Problématique. ça pose la question de la valorisation de ce travail, de cette expertise née du handicap, une expertise pourtant essentielle pour l'industrie. Du coup, sa mission prend encore plus de poids, j'imagine. Convaincre les studios d'intégrer l'accessibilité, mais sérieusement, dès la conception, oui. Pas juste comme un ajout de dernière minute. Il veut des options audio robustes. Description vocale, bien sûr, mais aussi un environnement sonore riche, des réglages stéréo précis pour se repérer. Il insiste sur un point important. Il ne veut pas une visite guidée, une version simplifiée du jeu. Non, il veut le jeu complet. L'exploration, le défi. Tout à fait. Et le rôle de consultant, comme lui, c'est justement d'aider les studios à identifier les éléments clés. Quels sont les sens indispensables pour l'immersion, pour l'interaction, pour un joueur non-voyant, sans forcément devoir tout refaire. C'est un travail de ciblage, en fait. Exactement. Et ça s'inscrit dans une histoire plus large. On pense à des pionniers comme Brandon Cole, Super Blind Man. Oui, décédé en 2024. Voilà. Il a beaucoup œuvré, souvent, pour faire avancer cette cause, il faut devenir une sorte d'influenceur, porter la voix. Mettre le sujet sur la table. C'est ça. L'objectif final, c'est que l'inclusion soit pensée dès le départ, intégrée au design. Et c'est exactement son but, à long terme, d'après la source. Il aspire à quoi? À un poste stable. Oui, designer dans un grand studio. Pour intégrer l'accessibilité en amont, de l'intérieur, ne plus être juste le consultant externe. Il dit préférer un travail normal à celui de créateur de contenu, ce qui est assez révélateur. Ça montre bien cette volonté de normaliser la chose, non? Tout à fait. Que l'accessibilité devienne un standard de qualité, une partie intégrante du jeu, pas une option qu'on ajoute après coup, parfois un peu limitée. Bon, alors si on résume, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours? Que la passion, même née d'une contrainte, peut être un moteur d'innovation hyper puissant. Et que sa démarche, c'est pas de la pitié qu'il cherche, c'est l'égalité d'accès. L'accès à un loisir qui devrait être pour tous. C'est tout l'enjeu que portent ces pionniers, oui, rendre l'accessibilité normale, standard.
Le chemin est encore long, Mais ça avance. ça avance. D'ailleurs, Ross Miner dit lui-même, en parlant de l'attention qu'il reçoit maintenant, ça ne ressemble plus à un cri dans le vide. C'est un bon signe, ça. Oui, un signal très positif. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large, au-delà du jeu vidéo. Comment ces principes d'accessibilité universelle pourraient être mieux intégrés, dès le début, dans tous nos outils numériques, dans notre environnement digital en général? Bonne question pour finir. Comment concevoir pour tous, nativement,